Et on s'aperçoit que la majorité des gens, que ce soit ton combat par exemple par rapport aux semences, le mien par rapport où je suis un petit avocat de la terre, j'essaye de dire mais la terre, attention, c'est nourricier, il faut pas en faire n'importe quoi, que ce soit tous les biens, les biens, que ce soit l'eau, que ce soit les semences, que ce soit la terre, que ce soit tous les biens vitaux, on est obligé aujourd'hui de les défendre alors que ça devrait être, il ne devrait même pas être défendu, ça devrait être un bien inaliénable, en premier lieu considéré comme totalement inaliénable et absolument abstrait de toute spéculation parce que c'est vital. Combien de gens comprennent la Terre? Il n'y en a pas beaucoup. Et dans ce combat écologique, où sont les intellectuels? On n'en voit pas beaucoup. Où sont les artistes? Où sont les religieux? Où sont les peuples? Tout le monde est dans l'ignorance et je pense que c'est l'effet de ce hors-sol. Et ce confinement qui a confiné à la fois les individus et les esprits et qui font que le vaste monde, c'est-à-dire cette beauté de la vie, cette vastitude, eh bien, on en fait simplement de la consommation. C'est qu'on on va pas en faire l'élément d'une compréhension subtile qui va nous amener petit à petit à comprendre les lois de la vie et jusqu'à l'effet extrêmement subtil et infinitésimal de la vie, qui est donc une exploration extraordinaire. C'est un peu le voyage initiatique dans le monde de la vie. Moi, c'est comme ça que je le vis, avec beaucoup de mystères, des choses que je ne comprends pas, bien sûr, hein, des choses qui m'échappent. Mais ce qui me... toi qui es dans le monde des semences, tu sais bien que dans une graine, tu peux nourrir l'humanité. C'est fantastique, c'est de se dire, dans une graine, il y a de quoi nourrir l'humanité. Dans une graine, il y a une seule graine, il y a des tonnes de tomates, des tonnes de... C'est absolument fantastique. Mais qui est sensible à cela? Ben, il n'y a pas grand monde. Qui est sensible à cela? On attend des miracles spectaculaires, ou au contraire, on est sensible aux miracles technologiques. Mais aucun miracle technologique ne dépassera jamais le miracle de la vie. Alors du coup, eh bien, on a une humanité aujourd'hui au nord qui est bloquée, qui est confinée, et au sud, ben, une humanité qui essaie de suivre un modèle pour lequel elle n'a pas été préparée donc on a un ensemble humain qui est en dégradation. On n'est pas sensible du tout quand on pense qu'il a fallu des milliards d'années pour constituer cette petite pellicule qu'on appelle la biosphère, des milliards d'années d'alchimie, d'un travail extraordinaire depuis cette planète incandescente, paraît-il, un fragment du Soleil, enfin c'est ce qu'on dit, et puis j'imagine le temps qu'il a fallu, et pour que se constitue une petite pellicule qu'on peut évaluer à un ballon qu'on mettrait dans un sac plastique, et c'est l'enveloppe du sac qui représente véritablement eh bien, nous sommes en train de la démolir à toute vitesse. Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des aptitudes importantes. L'homo faber est, est à l'œuvre, que nous sommes dans une civilisation prométhéenne, que nous sommes aussi dans l'ère de Vulcain, puisque c'est une civilisation de la combustion, et qu'il n'y a que la combustion qui maintient la civilisation, et c'est pour ça on a peur du manque de pétrole, manque d'énergie, etc. Il y a 200 ans, les gens n'avaient pas peur du manque de pétrole, parce ils n'étaient pas dépendants de ça. Pour vivre, ils étaient dépendants uniquement de la vie elle-même. Avec cette civilisation qui a tellement artificialisé les choses, eh bien, elle est devenue la civilisation la plus stupide de toute l'histoire de l'humanité et la plus vulnérable. Et la plus vulnérable puisque si on supprime l'énergie, c'est l'effondrement général de tout le système. Il y aurait peut-être que les pays les plus pauvres qui s'en sortiraient encore le mieux, en l'occurrence. Donc, ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous avons bénéficié d'aptitudes. Nous sommes surdoués en matière technologique, en matière de ce que tu voudras, mais nous sommes inintelligents. Et l'intelligence n'est pas une affaire, comme je disais tout à l'heure, de cerveau. L'intelligence, je pense qu'elle est dans l'univers, et nous ne sommes que les révélateurs. J'ai le sentiment que le cerveau, c'est un peu comme la lampe électrique,
c'est pas la lampe qui fait l'énergie. L'énergie, elle est ailleurs. Et c'est la connexion à cette intelligence qui va, elle, révéler l'intelligence. Donc, on se demande pourquoi des gens, par exemple, font des super études, sont classés parmi les meilleurs, et ils ont une vie stupide. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant que ça... Donc, il y a retrouver l'intelligence, et l'intelligence ne se retrouve pas à travers simplement un système de cerveau, mais par l'attention profonde aux lois de la vie. Aux lois de la vie. Et à partir du moment où on prend la filière de la loi de la vie et que l'on comprend, à ce moment-là, j'espère que ça nous amènera à comprendre vraiment cette intelligence universelle dont nous sommes, qui nous a aussi construits. Parce qu'on parle souvent, bon, nous avons dominé la nature, il n'y a rien de plus stupide. La nature, elle nous a programmés, elle nous fait naître, et elle nous a programmés pour disparaître. Et j'ai beau être milliardaire, je vais pas négocier avec la mort ma survie. La règle est applicable par tout le monde. Par ailleurs, il y a une autre chose qui n'est pas accessible par l'argent, c'est la joie d'exister, c'est la joie de vivre. Et bien, la joie de vivre, tu peux être millionnaire, tu ne peux pas t'acheter de la joie, tu ne peux pas t'acheter tous les plaisirs que tu veux. Tu peux avoir 200 yachts si tu veux, mais ce n'est pas pour autant que tu auras la joie de vivre. Et toutes ces choses-là, c'est bien suprême. Kabbalah, les biens suprêmes. Ces biens suprêmes ne sont absolument pas accessibles à la civilisation telle qu'elle est aujourd'hui. Je dirais même le contraire, parce qu'il y a de plus en plus de gens dans la prospérité et de plus en plus malheureux dans la prospérité. Ce qui veut dire, et tu vas dans les pays du tiers-monde et tu vois des gens qui sont dans la précarité et ils ont cette joie d'exister. Donc ce qui veut dire que ben, nous avons tout faux et qu'il faut qu'on arrête de se prendre pour les princes de la création, pour des gens importants, pour je ne sais quoi. On est quand même aggloméré sur une toute petite planète qui est certes magnifique, mais moi, je sais pas, j'essaie de l'évaluer. Ben, imagine un immense hangar de ballons de foot et puis il y a une gralune homéopathique qui traîne parmi ça. Ben, c'est ça la Terre, c'est quand on la resitue dans le cosmos. Et on est là comme dans une espèce de poulailler à nous entre-déchirer. On n'a rien trouvé de mieux que de nous entre-déchirer, de nous battre sur ce vaisseau dans lequel ben, il y a une mutinerie permanente et sur lequel on a appliqué quelque chose de stupide, c'est-à-dire le principe de dualité. C'est-à-dire le principe de dualité qui fait que nous ne pouvons pas concevoir la vie que contre quelque chose. Contre. C'est-à-dire, autant la nature, il n'y a pas de contre. Bien sûr, il y a des lois. L'autre fois, j'ai regardé une émission de télévision où on interrogeait un milliardaire satisfait de lui-même, etc. On lui dit, est-ce que vous ne vous sentez pas prédateur? Il dit oui, mais j'applique ce qui se fait dans la nature. Et là, ça a été stupide parce qu'on est passé à autre chose. Et simplement, moi, je lui aurais dit, non, c'est pas, vous ne pouvez pas faire cette comparaison entre la prédation humaine et la prédation de la nature parce que dans la nature, un lion mange une antilope, il la digère, et puis voilà, et quand il a faim, il va en retrouver d'autres gibiers, mais il n'a pas de banque d'antilopes ni de stock d'antilopes. Et le problème de l'humain, c'est qu'il prend au-delà de ce qui lui est nécessaire, et donc il confisque, il prend, il emmagasine, il retient en quelque sorte l'énergie à des fins personnelles, et c'est ce qui donne le capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme cumulatif qui en fait empêche l'énergie de circuler. Parce que l'argent, il est noble quand il est le résultat d'un travail, d'un effort, d'une créativité, il est tout à fait légitime. Et c'est une excellente invention parce que ça a, en quelque sorte, rationalisé le troc. Ça a rationalisé le troc qui est un système d'échange entre les humains depuis l'origine. Le problème de l'argent, c'est qu'on ne lui demande pas de réguler les nécessités ou de répondre à nos besoins, on lui demande de satisfaire tous nos désirs. Et c'est vrai qu'il est le seul à pouvoir satisfaire tous nos désirs, et c'est pour ça qu'on lui a donné une telle valeur. Du coup, il me donne non seulement de la matière, il me permet d'accumuler, et il me permet d'avoir du pouvoir.